Bienvenue dans la mystérieuse cité de Céphare en Algérie. La plus grande cité troglodyte du monde. Et c'est certainement la plus mystérieuse. On va vous dire comment on est arrivé ici. Arriver à Céphare, ça se mérite. C'est parti. On se retrouve pour un nouveau vlog. Là, franchement, on sait pas où on va. Vous voyez le décor derrière nous, il est un peu particulier. On est à l'aéroport d'Alger. Il est bientôt 23h et on va prendre l'avion pour... Janet! On va au désert et on part pour une semaine d'excursion, une semaine de trek. Là, on a 10 000 questions qui se posent. On sait pas. On sait pas et on vous embarque avec nous pour vous filmer en direct nos réactions. On va tout vous dire. Notre état, enfin voilà. Sans filtre. Voilà. Allez, c'est l'heure de l'embarquement. Et on est dans l'avion, on vient de s'installer. Et du coup, on se disait, on va vous partager nos questionnements maintenant. Toi, c'est quoi tes questionnements? Bon, je pense que c'est le même. C'est est-ce qu'on est assez bien équipé? En plus, notre tente, je sais pas si on vous a dit, mais elle ferme pas. Est-ce que le sac de couchage va faire l'affaire? On a des sacs de couchage pas adaptés. Parce qu'en fait, on a pris un sac de couchage qui va seulement jusqu'à 15 degrés, je crois. Je me dis qu'en posant la question comme ça, On sait déjà la on réponse. a de la réponse. Est-ce que physiquement, on va tenir l'affaire? C'est 6 jours, on va marcher entre 15 et 20 km par jour. C'est vraiment un circuit pour les sportifs. On va voir. Autre question? Pour ma part, c'est plutôt la partie besoin. Digestif. Besoin. Et comment ça va se passer? Est-ce que je vais être en mesure d'assumer ce côté retour à la nature? Pour moi, le dernier truc, est-ce qu'on va arriver à s'endormir facilement? Ça me fait pas trop peur. Il s'est posé comme ça, en train de dormir. Voilà, ça Allez. va. Mais du coup, on vous répond dans le vlog. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver directement dans le désert. Ça y est, on est arrivé, il est plus de 3h du matin. C'était pas prévu qu'on vous filme là maintenant, mais... Il fallait qu'on vous partage notre réaction à chaud. Ah ouais, on est sorti de la voiture, on a levé les yeux au ciel. Et là, mais les étoiles comme genre jamais tu vois ça. C'est incroyable, on entend les loups. Ça, je sais pas si on doit être content pour ça, quoi. Et là, du coup, on va installer notre camp. On va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Allez. Donc voilà. Là, les tentes, elles ont été pré-montées. Il va falloir qu'on finisse le montage et on va aller dormir, hein, parce que demain, on a une grosse journée qui nous attend. Au lieu de filmer, on ne devrait pas placer nos tentes et dormir. Ouais, allez, on va faire ça. Allez. On a monté notre tente et là, voilà la tête du camp. Et derrière, on ne pourra pas le voir, mais demain, on les verra. Il y a un troupeau d'ânes qui vont nous accompagner pendant cette semaine. Les porteurs, les ouvreurs de pistes. J'ai trop hâte, là. Bonjour. Salut. Bon, il est actuellement 8h moins le quart. Nous, on s'est réveillé vers 7h, je pense. Écoutez, je vais pas dire qu'on a passé une bonne nuit. La nuit était courte. Il y avait beaucoup de vent, il y en a encore ce matin. Il fait froid. Mais je vous avoue de se réveiller avec ce décor-là, c'est quelque chose. On en oublie qu'il fait froid. On en oublie qu'on a mal dormi. Alors pour vous expliquer, là on va déjeuner. J'ai mon café à la main. Leïla, elle a rien comme d'habitude. Moi, je pars à jeun. Je grignoterai sur la route. J'ai des petits gâteaux dans la poche. Et c'est drôle parce que je me rends compte que nous, on n'a pas pu partir sans bouffe. Ouais, c'est Obligé vrai. de ramener de la bouffe. Ouais. Alors tout est... Il y a tout déjà. Tout est géré, quoi. Nos accompagnateurs sont en train de ranger les tentes, ils vont charger les ânes. À côté de ça, nous on aura chacun un petit sac à dos pour la journée. J'ai un truc à vous partager, c'est comment on se lave les mains. J'ai ce toc là de me laver les mains systématiquement. Et je sens que ce matin, le fait de ne pas avoir eu la liberté de le faire, j'ai envie de rentrer. Moi, j'ai fait mon pipi ce matin, très bien. D'un boucher, 10 sur 10. Et on a brûlé le papier toilette. Voilà. Alors du coup, première info, à côté de moi c'est Leïla. Ça y est, c'est l'heure du grand départ. Ils nous ont donné les consignes de sécurité notamment. 9h moins le quart, on démarre. On n'a aucune idée du dénivelé, de combien de temps ça va nous prendre. Bon, ça y est, on commence l'ascension. Ça fait 10 minutes qu'on est parti, je pense. Et on commence à monter là, petit à petit, à prendre de la hauteur. Le paysage, il est incroyable, regardez. On est dans les roches. On grimpe les roches. C'est fou.
Là on avance pas mal, on vient de terminer la première montée, on arrive sur le premier plateau. Bon, ma tête elle doit être incroyable, je suis désolée, mais ça va être de pire en pire de toute façon tout ce vlog. Et là on s'est fait rattraper par les ânes, regardez, l'âne en chef. Ils sont en train d'arriver là. Les ânes ils sont costauds, c'est les travailleurs principaux du truc. Hein. Si on n'a pas les ânes on peut pas faire ça. Parce que c'est une zone qui n'est pas accessible en 4x4. Vous voyez là c'est notre sac sur cet âne, le rouge. On a pris un sac pour deux. Comment tu te sens, Dim? Hyper fatigué. Au bout de 5 minutes, là, j'ai envie de rentrer chez moi. Non, très bien, c'est super. Bah, j'ai hâte d'arriver à Selpa. Il fait beau, le petit peu est sympa, et je me sens bien, donc super. Et alors les Canadiens, comment ils se sentent? Il fait pas assez froid. Non, bien, c'est beau, les paysages sont vraiment magnifiques et j'ai hâte que ça se poursuive. La caravane est repartie. Quand je dis la caravane, c'est nous. Hein. Et regardez le paysage autour de nous. C'est grandiose. Franchement, je suis trop contente. Je fais un petit moment confessionnel. Ça fait que quelques heures qu'on est parti. Mais je suis trop contente de vivre cette expérience. Trop contente de la partager avec Amine. Même si là, il n'est pas à côté de moi. Mais je le dis justement parce qu'il n'est pas à côté de moi. Ça vient terminer notre belle année. Franchement, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé. Et même si c'est que le début, juste pour l'expérience, un jour faites-le si vous pouvez. Je vais voir si je dis toujours la même chose d'ici 2 ou 4 jours. Peut-être pas. À mon tour de vous faire un point d'étape. Donc là, ça fait à peu près 2 heures qu'on a démarré. On est arrivé sur le premier plateau. Et malheureusement, il y a une dame qui a fait un malaise, elle se sent pas bien. Et donc on a pris collectivement la décision d'établir le campement sur le premier plateau, alors qu'on aurait dû continuer. Mais entre-temps, il y a le groupe d'accompagnateurs qui va redescendre avec elle. Ça montre que ce parcours est vraiment très dur. Je pense pour Laïla et moi, ça va globalement. Je pense que c'est parce que c'est la première journée, on n'est pas trop fatigué. Le rythme avance doucement quand même, donc c'est faisable. Mais pour autant, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher ou qui n'a pas beaucoup de cardio, ça peut être difficile. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à cette pauvre dame. Donc ils vont la redescendre et puis nous on continuera demain. Donc en attendant, on profite des paysages aux alentours. Là, on est au milieu de nulle part. On est entouré de ces grandes formations rocheuses, vous voyez. Il y a quelques arbres par-ci par-là, mais il n'y a pas grand-chose. Puis il y a un silence. Voilà. Là, petit à petit, plus on avance dans le reg, plus le silence nous envahit. Tu leur as raconté les péripéties? Faut jamais s'engager dans un truc où vous vous mettez en danger, quoi, entre guillemets. Vous avez rigolé. Ça faisait un quart d'heure, j'avais perdu Amine, je le voyais pas, etc. Je savais pas il était où. Est-ce que vous voyez Amine sur l'image? Regardez où je l'ai trouvé. Tout le monde est en train de monter sa tente. Là. Et lui, regardez ce qu'il fait, s'il vous plaît. Il a pris un matelas. Il s'est posé comme ça, en train de dormir. Je pense que je vais faire pareil. Hein. Bon les gars, on vous retrouve, il est 16h. Bon, finalement, moi aussi, j'ai tapé la sieste qu'il fallait. Et là, c'est l'heure de monter la tente. C'est l'heure des embrouilles. Vous connaissez ce moment? Alors, je vais essayer de vous poser, vous allez la monter avec nous. Oh là là, mais elle est immense, non? Là, on a Amine et notre guide, c'est le chef du camp qui commence à monter la tente. Et je vais vous montrer comment ça se passe sur le camp. Il y a des gars comme ça, comme Jim, qui lui, regardez où il s'est mis. Il va se mettre là, tout seul. Mais on va lui demander pourquoi. Pourquoi tu te mets là comme ça, tout seul? Je vais les surveiller parce qu'on sait jamais. Hein. Il y a des coyotes. Non, c'est quoi la vraie raison? Pour éviter les gens de subir les ronflements. Vous voyez comment il est altruiste? De 1, je vais dormir tranquille. De 2, je laisse les autres dormir bien. Après, on va retrouver Amine. Ils sont 15 autour de la tente pour l'aider à monter. Tiens, je vais vous faire une devinette. Petite devinette en commentaire. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Cette partie-là. Oh. Je croyais que les hommes, ils auraient pensé à la secouer d'abord avant de l'installer. Ça y est les gars, c'est la fin de cette première journée. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé.
On a passé un bon moment. On vous a pas filmé la soirée exprès, on vous la On réserve se pour les garde, prochaines ouais. journées. Voilà. Et voilà, on a passé une super bonne soirée, on a très bien mangé. Là, il y a trois petits artistes là dans l'équipe. Dans l'équipe, du coup, on a passé la soirée à écouter de la musique, chanter en regardant le ciel étoilé. On va vous montrer ça dans les prochaines journées, vous inquiétez pas. Mais là, il faut qu'on se repose parce que demain, on lève le camp à 7h parce qu'il faut rattraper le retard du jour. Ouais. Et donc, dès demain, normalement, on devrait voir les premières gravures, les premières peintures de la vallée. Voilà. Voilà. On a hâte. Allez, à demain. Jour numéro 2. Donc là, ça fait une petite heure qu'on a démarré. Là, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Là, ça commence à être costaud. Quand on dit que le parcours ne s'adresse pas à des débutants, c'est le cas. Parce que là, on est à moitié sur de l'escalade. Et puis, moi, je vais devoir vous laisser parce que, regardez, faut que je rejoigne Naïla, qui est là-haut. Donc là, on a passé la première partie vraiment d'escalade. Et regardez ce qui nous est offert. C'est magnifique. Je suis même pas sûr que la caméra rende hommage à la grandeur et à la couleur. Mais c'est juste trop beau. Et regardez qui est là. Regardez autour de nous. Ça fait pas longtemps qu'on est parti, mais moi j'adore quand c'est comme ça un peu la rando. Faut grimper, etc. C'est génial. C'est vraiment pour ce genre de paysage qu'on fait ça. Alors là, ça fait quoi, 1h30 qu'on marche, un truc comme ça. Et Baba, il nous a dit, donc Baba c'est notre guide. On va vous le présenter. Je vous présente Baba, c'est notre guide, le chef du camp, le chef du groupe. Et c'est lui qu'on suit. Le guide Tassilinage. Le guide Tassilinage. Il nous a dit que là on allait attaquer la 3e et dernière montée. Donc a priori c'est la plus difficile, ça va nous prendre en théorie entre 15 et 20 minutes pour monter. Et après on aura fini avec la partie difficile. Sinon le parcours avant il était relativement facile. Ça demandait plus d'attention que d'effort physique parce que c'était une alternance en fait entre du sable et des cailloux qui bougeaient un petit peu, donc il fallait être attentif quand même pour pas se tordre la cheville. Ouais, beaucoup. Le plus gros danger c'est de se faire mal parce qu'on est absorbé par les paysages. Vous marchez, vous regardez là tout autour de vous. Les couleurs, la taille des roches, enfin, c'est absolument extraordinaire. Ouais. Et c'est ça le plus gros danger. Ça monte, hein. On essaie de tout vous montrer, comme ça vous allez voir. C'est pas si facile, c'est vraiment un circuit pour les sportifs. Comment on va monter ce truc? Je vous montre par où on est monté, regardez. Laïla va passer la dernière, toujours à se faire attendre celle-là. Il reste encore un petit peu à monter. Pas évident. Je vous filme l'arrivée histoire de vous montrer ce qu'on a monté déjà. Regardez, on était tout en bas dans le canyon. On a mis 30 minutes pour monter. On est arrivé au sommet. Le plateau de roches, regardez derrière moi. Des roches à perte de vue. Des roches noires, splendides. Splendides, on domine toute la vallée. Attendez, on va recueillir les impressions de la star. C'est génial les gars. Waouh, c'est incroyable. Meilleure expérience. Jour 2, trop contente. Comme vous voyez, on est sur le plateau, on est entouré de roches noires. C'est vraiment un paysage issu d'une autre planète. Et il est vrai qu'il faut une certaine condition physique pour accéder au plateau. Il y a des moments où on montait à 4 pattes parce que c'était très raide, le terrain n'est pas très stable. Là les amis, on dévale le plateau. Il fait très froid, mais on va vous faire une confession. On est super émus d'être là. On regarde au loin là le paysage. On est émus de vivre ça. Je pense que ça va être parmi l'un de nos meilleurs souvenirs à vie quoi. C'est bête d'avoir été jusqu'au bout du monde pour qu'au final un des meilleurs souvenirs il se fasse dans le désert algérien quoi. Non, je plaisante. Non mais blague à part, ce qui est dommage c'est qu'on peut pas vous retranscrire même à l'image à quel point c'est immense. En fait il faut imaginer que c'est un océan qui se dresse devant nous. Et là on est à Tamarit. Bon, ça y est les gars, on est arrivé, vous voyez tout au fond là, c'est notre camp de base. Donc là, Baba il nous a dit, il y a des olives et il y a des dattes. Regardez ce qu'il est en train de faire, Amine. Genre, il sait qu'il veut faire un feu tout seul dans son coin. Là, c'est la midi routine et c'est l'heure de manger. Le repas qui se cuisine ici. Ça, c'est un vrai feu. Tu vois, Amine, ça, c'est du feu. C'est pas comme toi. Ça, c'est le cuisinier, le chef. Regardez la table. Elle est belle, hein? On a démarré une balade après le repas. Et là, on va découvrir le Grand Canyon. Et on va voir ça. Alors là, les amis, il faut qu'on vous partage quelque chose de très important.
Vous voyez, depuis tout à l'heure, on vous montre des paysages désertiques, alors certes magnifiques, mais dans lesquels on imagine difficilement vivre tellement c'est aride. On retrouve ici la preuve de la vie de l'homme il y a plus de 10 000 ans. Et pour preuve, on va retrouver de magnifiques peintures rupestres et c'est surtout aussi pour ça que la région est connue. هذا لموفلو هذا ياك وهذه مرأة داية ولدها فوق ظهرها واقيلا وهذا هو هذا ماشي يصيد وهذه افريقيين باين افريقيين هذه وهذه الساكا ما زال هو الساكا وهذه 10,000 سنة والله قبل نسلم هذه والله. Au-delà d'être très belle, il y a aussi les matériaux qui ont été utilisés et qui donnent aux peintures une couleur très particulière. Je vais vous montrer par exemple celle-ci parce qu'on la voit bien. Vous voyez cette espèce de couleur rougeâtre et les traits sont fins. Du travail d'artiste qui est fait là. Un autre truc qui est très fort, enfin, c'est même émouvant de voir ça je trouve. Je vais vous le montrer, c'est des traces de mains. Regardez, vous voyez là, avec les doigts. Je sais pas. C'est maintenant qu'on va découvrir Le Grand Canyon. Ça a l'air extraordinaire. Waouh. Bon les gars, ça y est, on est arrivé au Grand Canyon. C'est extraordinaire, vous allez voir ça derrière moi. On est en contre-jour, donc je sais pas si ça va bien rendre. Bon alors là, on avance notre promenade. Regardez, des fleurs dans le désert. La lavande du Tassili. Et là, on va découvrir un truc extraordinaire. Un des plus vieils arbres du monde. Je rajoute des trucs, tu sais. On arrive au pied d'un cyprès. Il nous a dit de sentir. Ah ouais. الورد هذه اسمها تمغيط كامل تمغيط هنا. Et donc ce cyprès, il est millénaire. Il n'est pas millénaire un petit peu, puisqu'il aurait entre 5000 et 6000 ans. Je sais pas si on se rend compte. En vrai, on se rend pas du tout compte. C'est difficile de se le dire comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce cyprès était là quand il y avait de l'eau, de la végétation, enfin c'était tout sauf un désert à l'époque. Et c'est incroyable de se dire qu'il a traversé le temps et les époques. Bienvenue dans le jour 3 de nos aventures dans le désert algérien. Ah, je suis déjà soufflée. On vient de partir du camp. Aujourd'hui, je voulais vous faire un focus sur la bouffe sur le camp. Et je me disais qu'on pouvait faire un peu un thème par jour. Je vais essayer de vous vlogger à chaque fois le déjeuner et le dîner. Ce matin, j'ai pas pu vlogger le petit déjeuner parce qu'il y a eu un peu des petites péripéties sur le camp. Mais je le ferai demain matin. Et donc là, on a pris la route. Et il y a Jim à mes côtés. Jim, comment tu te sens? Je suis épuisé. On vient de marcher 5 km en 2 minutes là. Touareg, il marche vite. Hein. Par contre, c'est un vrai truc. Les Touaregs, avec nous, ils sont ralentis. Mais quand ils décident d'y aller, ils sont impossibles à rattraper. Impossible. Bon allez, on démarre la journée, puis on vous embarque. وهذه بلاصة كامل اسمها. Bon, on continue à marcher. C'est un musée à ciel ouvert puisqu'à chaque renfoncement, c'est là-dedans qu'on va retrouver des peintures rupestres, dont celle, la très fameuse, celle du char, qui atteste de l'utilisation d'outils et de véhicules en quelque sorte par les habitants d'ici. Puis à la présence aussi de peintures de girafes par exemple, donc des animaux qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui étaient présents à l'époque ici. Donc ça donne un petit peu le vertige d'un point de vue temporel de s'imaginer qu'il y avait toute cette végétation, toute cette faune ici.
Alors au-delà des peintures rupestres qu'on va retrouver, il y a aussi la présence d'outils qui étaient utilisés pour faire de la farine. Je vais vous montrer ici, regardez, vous voyez ce petit renfoncement là, c'est ici qu'ils venaient presser les différentes céréales pour en faire de la farine, etc. etc. Voilà. Alors l'autre chose qu'on n'a pas expliqué, c'est comment étaient faites ces peintures. Il y a différentes théories. Une selon laquelle c'était du sang qui était utilisé, puis qui était fixé, enfin la couleur était fixée grâce à la pierre. C'est ce qui donne en fait cette couleur rougeâtre aux peintures. Ou d'autres disent que c'était carrément des pierres d'une certaine couleur, donc une couleur rougeâtre, qui permettait de dessiner ces motifs-là. La scène qu'on vous montre à l'écran, elle représente un mariage. Donc sur la gauche, vous avez un chameau qui est en train de se faire égorger. Sur le deuxième chameau, on voit le marié en fait, et ensuite à droite la mariée avec le cortège qui accompagne l'événement festif. C'est vraiment cool parce que vous voyez, ça fait le 4e ou le 5e spot de la matinée hein, où on s'arrête pour observer les peintures, et donc à chaque fois on a Baba qui nous explique ses interprétations, etc. Pas des interprétations communément admises on va dire, et il nous laisse bien le temps de profiter, prendre nos photos, prendre le temps d'observer, de discuter. Nous on se fait nos propres interprétations. C'est vraiment cool. Et donc à mon tour de vous partager mes impressions. C'est objectivement très beau parce qu'il y a une variété de paysages. Il y a aussi des dimensions en fait qui sont absolument gigantesques. Ça donne le vertige, on se sent tout petit. Et en plus de ça, de se dire que dans cet ensemble qui paraît tellement hostile, tellement inaccessible, parce qu'il faut imaginer qu'on fait des kilomètres et des kilomètres par jour, de retrouver des traces de vie ici, c'est des scènes de la vie quotidienne, c'est tout bonnement émouvant. Je vous conseille les yeux fermés de le faire. À part ça, le groupe avec lequel on est, il est génial. Bon, il est là évidemment, moi j'ai pas le choix, il était là. Mais c'est génial de faire des rencontres comme ça aussi. C'est parfait pour moi, c'est un 10 sur 10. Bon les amis, c'est pas par plaisir qu'on sort la caméra cette fois-ci, parce qu'honnêtement il fait très froid. Depuis ce matin, là on a fait, je sais pas, peut-être 8 km maintenant. Là on est vraiment sur une marche qui n'est pas difficile. Par contre, on a les éléments contre nous. Et le vent, il est glacial, il doit faire maximum 5 degrés, on pense. En plus, on l'a de face. C'est très difficile de marcher, mais on apprécie quand même. Et notamment parce qu'il y a quelque chose devant nous incroyable. Amine va vous montrer. Regardez, là on arrive bientôt à Céphare, donc le lieu pour lequel on se donne tant de mal. Et aux abords de Céphare, regardez, ces formations rocailleuses, ces cheminées. Et il y en a à perte de vue, elles sont gigantesques. C'est extraordinaire, ces géants de pierre qui se dressent devant nous, c'est absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'on a sorti la caméra, pour vous montrer ça. On est vraiment heureux d'être là, heureux de vivre ça. Le chemin pour aller à Céphare, il se mérite. C'est pas si simple, mais Céphare, on va vous en reparler bientôt quand on y sera. Bon, ça y est les gars, on est arrivé au camp. Il va être l'heure de manger. Donc voilà, là je vais vous montrer comment ça se passe le midi au camp et ce soir le dîner aussi. Et je vous assure d'un truc, on mange très bien. Donc à chaque fois on a une petite zone comme ça, avec des matelas, un tapis, 2 énergumènes. Globalement les 3 là on est toujours les premiers pour manger, pour partir, pour tout. Et là en plus comme il fait très froid, ils nous ont fait le petit feu. Alors moi je vous cache pas mon étonnement à chaque repas. Moi avec tout mon confort, cuisine, mes instruments, mes outils, je suis incapable de faire un œuf au plat. Et eux, au milieu de nulle part, regardez ce qu'ils nous sortent comme plat. Du chou-fleur, des frites, des aubergines, du piment, et puis plus loin, une salade, une belle salade. C'est magnifique. Trêve de parole, laissons place aux assiettes. Bon, vous avez vu mon look avec ce bonnet, capuche, chapeau, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. En fait, ce qu'on n'a pas expliqué depuis le début et par rapport au site de Céphare de manière générale, c'est qu'il est entouré aussi de plein de mystères. Donc on vous a montré, il y a plein de peintures qui sont très belles, qui représentent des scènes de vie, de mariage, de guerre, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont peintes sur ce site et dont on ne connaît pas exactement l'origine ou dont on ne sait pas expliquer en fait ce qui a voulu être représenté, dont ce qu'on vous montre ici, ces bonhommes avec des têtes complètement disproportionnées, alors que l'ensemble des peintures garde quand même des proportions réalistes, hein, que ce soit les hommes ou les animaux. Mais ici on va retrouver des gens avec des têtes absolument énormes. Et puis on vous montrera demain d'autres peintures très mystérieuses, mais bon, on garde le secret pour l'instant. Regardez la barque et les pêcheurs. C'était un océan ici.
On parcourt des kilomètres et des kilomètres chaque jour. Je pense qu'aujourd'hui on en est quasiment à 15. Il faut vous imaginer qu'il y a des peintures absolument partout. C'est pas uniquement quelques endroits où vous allez retrouver quelques peintures par-ci par-là. Il faut comprendre qu'il y en a absolument partout. C'est-à-dire dès que vous regardez un petit peu les façades des rochers, des roches, quand elles sont un peu à l'abri du soleil et du vent, vous allez retrouver des scènes absolument magnifiques. Bon, on vous partage tout, donc c'est le moment où on vous partage aussi le petit coup de gueule. Donc là, on est devant une peinture, une autre peinture. Vous allez voir qu'elle a été complètement détériorée par des gens qui ont essayé en fait de la calquer avec du produit, etc. et en fait qui l'ont complètement abîmée. Donc ça, c'est aussi un gros challenge de ce tourisme finalement, mais pas que. C'est pas forcément des touristes, c'est aussi des fois des professionnels, des archéologues, etc. C'est des endroits fragiles, des endroits comme ça, il n'y en a pas 10 000 dans le monde. Enfin, des témoignages comme ça de civilisations passées, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a déjà l'effet du temps, de l'érosion, du vent, de l'eau qui font que ces gravures, malheureusement ces peintures, elles ont tendance à disparaître. Et si en plus de ça vous avez des gens qui viennent détériorer les lieux, c'est dommage parce qu'on abîme une partie de notre humanité et un témoignage d'une civilisation passée. Et c'est pas fou, quoi, c'est pas bien. On est arrivé devant des peintures qui sont extraordinaires de par leur taille. Regardez par rapport à Amine qui est à côté. Elles sont gigantesques et dans un état de conservation, encore une fois, qui est très très surprenant. Et alors c'est marrant parce qu'on commence à avoir des peintures qui sont de plus en plus mystérieuses, c'est ça. On ne sait pas trop ce qu'elles représentent. On imagine quelqu'un qui nage. Là-bas, c'est quelqu'un qui doit chasser avec son arc. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est génial. Là, on a trouvé une plante que Baba nous fait découvrir. Elle serait bonne pour l'estomac notamment. On va goûter. C'est acide. C'est très acide. En fait, ça doit nettoyer le... C'est pas mauvais, mais c'est pas... Moi, j'aime pas les trucs acides. Il est 18h25 exactement et donc c'est l'heure du dîner. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on mange. En gros, tous les soirs, il y a une soupe et après un plat consistant. Et ce soir, une soupe de vermicelle avec une sauce rouge et après, hop, du riz avec une sauce. Ouais. Là, il y a le petit feu. Vous voyez la cocotte ici? C'est là où il y a la sauce du riz qui chauffe, le thé qui se fait. Et voilà, on est tous posés là. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il fait extrêmement froid. ولا دغطاط الزنفط مرغشة سكريس جراي ذا كل الزما ودهت في الساعة ودوي يضمد الله انت فرتان سكرس قيما يلك سناتاي ورتان شنا اسبس ابنا جرد يجمع خدمات وجاي سرس. Et bon matin tout le monde. Ça y est, c'est le réveil. Aujourd'hui, c'est le grand jour parce qu'on va visiter enfin Séphar. Mais avant ça, bien sûr, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc, c'est l'occasion de vous le montrer ce matin. Hop, à chaque fois, on se retrouve toujours dans notre petit spot là, où on reste ensemble, où on mange, etc. Avec le thé qui se prépare, le pain qui se fait griller, on va dire. Et ici, on retrouve des petits trucs. Donc, du pain chaud, du thé, du chocolat chaud, du café, de l'eau chaude, du beurre, de la vache qui rit, de la confiture. Tout ce qu'il faut pour prendre un bon petit déjeuner. Après une bonne heure de marche au milieu de nulle part, dans un paysage absolument hors du commun, extraterrestre. Un paysage extraterrestre, on a l'impression d'être au bout du monde. Je sais pas si le temps, la couleur de la roche ont quelque chose à voir avec ça, mais on a vraiment l'impression d'être partout sauf sur Terre. Et on est arrivé à Séphar. Que Séphar, c'est la plus grande cité troglodyte du monde, des restes de l'humanité qui subsistent encore ici. On vous a montré tout du long plein de peintures rupestres qui témoignent justement de cette vie ancienne, etc. Et voilà, il y a des gens qui pensent que cette cité est habitée par des esprits, et il y en a beaucoup qui l'appellent la cité interdite de Séphar. En tout cas pour les gens un peu superstitieux. Le nom de Séphar viendrait d'une dame qui vivait ici, qui s'appelait Séphar, et qui jouait le rôle de guérisseuse. Elle était herboriste, guérisseuse, enfin voilà. Quand les gens tombaient malades, ils venaient la voir. Et le tombeau qu'on vous montre, c'est ici qu'elle est enterrée. Et donc c'est de là que viendrait le nom du lieu. On parle de cité troglodyte, non pas parce que on va retrouver des grottes ici, mais plutôt parce que l'érosion a creusé dans la roche
des milliers d'abris. On n'a pas de mal à imaginer que les gens s'abritaient ici du vent. Donc là, on est arrivé dans le séphar noir. En fait, il y a deux séphars. On dit le séphar noir, celui-là, parce que vous voyez, les pierres autour de nous, elles sont toutes noires. Et après, on finira par visiter le séphar blanc, blanc à cause du sable. Waouh, c'est beau là! Donc là, on se retrouve dans la partie qu'on appelle le séphar blanc. Ici, c'est plutôt du sable qu'on va retrouver au sol. Les peintures qu'on retrouve ici, elles sont beaucoup plus grandes. Ça fait quand même un joli contraste. Ça fait deux sites très beaux et très différents qu'il faut visiter. La présence humaine à Séphar, elle s'étend sur une période très longue, puisqu'on l'estime entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère. Et on peut regrouper les peintures par période, avec par exemple la période proto-berbère, la période des bovidés qui décrit des scènes de la vie quotidienne comme on vous a montré, ou encore la plus connue, la période des têtes rondes, qui renvoie à d'éventuelles pratiques magico-religieuses. On commence à découvrir parmi les peintures les plus célèbres. Derrière nous, on a... On ne sait pas trop ce qu'il a au niveau du visage, mais on dirait un masque ou un casque. Et il tient quelque chose dans les mains. Soumis à plusieurs hypothèses. Il y en a qui disent un boomerang. Moi, je dis un gros haricot. Et une ceinture comme ça. Donc là, on vous montre à l'image le dieu de Séphar. C'est notamment à cause de ces figures-là qu'il y a une forme de superstition qui entoure le site. Parce que comme on vous a montré tout le long de cette vidéo, il y a beaucoup de peintures qui sont très réalistes, très fines, qui représentent des scènes de vie, disons, normales. Et puis vous avez ces espèces de créatures absolument bizarroïdes, qui ont une forme humanoïde, mais qui en même temps ont des cornes, qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement ce que représentent exactement ces peintures. Si ça se trouve, c'était juste des déguisements, ou si ça se trouve, c'était réellement peut-être des dieux, ou en tout cas c'est les divinités en lesquelles ils croyaient, qu'ils ont essayé de représenter. Et ce qui est en plus intriguant, c'est que la scène tout entière, bon, elle est très grande, hein, vous voyez sur les images, et en plus de ça, on voit qu'autour de cette créature ou de cette divinité, il y a vraiment des gens qui sont à genoux en train de l'implorer, de le supplier, enfin voilà. Donc après c'est peut-être une interprétation très moderne et c'est peut-être pas du tout ça qui était dessiné, mais en tout cas quand on le regarde avec nos yeux actuels, ça fait vraiment des gens qui sont en train d'implorer une divinité. Et c'est pour ça que ça rajoute beaucoup de mystère à ce lieu. Juste par curiosité, dites-nous en commentaire ce que vous voyez. Quand on vous montre ces images-là, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'on soit superstitieux ou pas, c'est difficile de ne pas ressentir au moins la présence des gens qui ont habité ici. Avec ce dédale de ruelles, de grottes, etc., on s'imagine très bien les gens qui vivaient ici. Et grâce aux traces et aux peintures qu'ils ont laissées, ça nous permet d'imaginer encore mieux la vie qu'ils avaient. Et donc finalement, cette cité de Séphar, ce qui la rend aussi magique, c'est cette imagination, c'est cette idée qu'on se fait de ce qu'avait pu être la vie ici. On se retrouve après quelques heures. On a quitté Séphar en début d'après-midi. Et là, il est bientôt 17h. Et on est monté sur un gros rocher. On va vous montrer pour regarder le coucher de soleil. C'est extraordinaire.
Jour 5, bien le bonjour. Bon, on a passé une nuit très froide. Comme toutes les nuits, en fait, il fait très froid. En plus, notre tente, je sais pas si on vous a dit, mais elle ferme pas. En plus, on a des sacs de couchage pas adaptés. Aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce qu'on gère la toilette, l'hygiène de manière générale. Ouais, parce qu'on se dit que c'est des questions que vous devez vous poser. Comme on a dit qu'on vous faisait un vlog sans filtre, on va tout vous partager. Et du coup, donc on va parler hygiène, beauté et digestion et toilette. Bon, en parlant de beauté, on peut quand même commencer par vous montrer ce magnifique décor dans lequel on se réveille tous les matins. Ouais, là c'est le Regarde, lever du soleil. C'est très très beau. Du coup, niveau hygiène. Alors déjà on va répondre à une question. Il n'y a pas de douche sur le campement, bien entendu. Donc l'hygiène c'est très rudimentaire. Avec nous, on a un petit savon et de l'eau pour se faire une micro-toilette main-visage. Sachant que c'est en plus hyper difficile parce que l'eau... Elle est limitée, donc on peut pas l'utiliser sans trop réfléchir, il faut se restreindre, c'est normal. Donc on le fait quand vraiment on sent qu'on a besoin. Par contre, on a une petite solution qui est pas trop mal, ce sont les lingettes hygiéniques. Et donc ça, on les emporte partout avec nous. Tous les matins et tous les soirs, on se fait la toilette, mains, pieds, visage, sel, hygiène intime, etc. On se nettoie, matin et soir. Comment tu te sens toi? Honnêtement bien, en réalité il fait tellement froid qu'on transpire pas en Ouais, plus. c'est ça surtout. Point important qu'on n'a pas mentionné, c'est que les lingettes qu'on a prises, prenez des lingettes biodégradables. Si jamais il y en a une qui se perd dans la nature, qu'elle se décompose. Sachant qu'on a une poubelle sur le camp. Mais comme c'est aussi les lingettes qu'on utilise quand on va par exemple à la selle, etc. Forcément on ramène pas les lingettes de la selle sur le camp quoi. En parlant de sel et d'urine. Allez on y va, ça y est, voilà. on attaque le Donc, sujet sensible. s'est demandé, c'est d'avoir un briquet avec vous pour que vous puissiez brûler ces papiers toilettes pour pas qu'ils se perdent dans la nature également. Et je trouve que la solution est plutôt sympa. On essaye de pas polluer notre environnement, donc voilà. Ensuite, on va parler toilettes. Moi, ça me fait drôle de parler de ça. Ça me dérange pas du tout parce que je pense que c'est des questions que tout le monde se pose et c'est cool d'avoir des gens qui en parlent. Donc, il n'y a pas de toilettes sur le camp, bien entendu. La bonne entente sociale veut que pour faire vos besoins, vous vous éloignez un petit peu du camp. Vous avez quand même un peu d'intimité parce que nous, voilà, on peut se cacher derrière les rochers ou des choses comme ça, donc c'est relativement simple. Là où c'est un peu compliqué, c'est quand il faut y aller le soir, en pleine nuit, et qu'il fait très froid. Alors là, je peux vous dire que c'est une vraie épreuve. En fait, il faut laisser à votre corps le temps de s'adapter. Nous, il nous a fallu 3 jours pour que ça arrive, et depuis, c'est bon, tout va bien. Voilà, bon, la journée va démarrer. Ça y est les amis, on a attaqué notre chemin retour, ça fait 1h15, 1h30 qu'on est en train de marcher. Ce qui est sympa, c'est que Baba, notre guide, il nous fait passer par un chemin différent de l'allée. Et là on marche dans le sable depuis tout à l'heure, ce qui n'est pas agréable pour les genoux. Mais du coup il nous fait passer par des paysages encore une fois extraordinaires. Là, on sait qu'on est vraiment sur le retour parce que la peinture plutôt rupestre derrière, c'est la dernière qu'on va voir. Elle représente 2 antilopes. 2 ou 3 ? Oh, 3 antilopes. Elle est super belle. Baba, la baisse. لباس الله والله الحمد لله ليلى اخر التصويره نتاع تمغيط هذاك هو اليوم كملناها الحمد لله يعطيك الصحة. صحة بابا. يسلمك شكرا والله Dernier jour de marche pour nous. Ce soir aussi, on fait notre dernier bivouac avant de prendre l'avion demain matin. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour 2 raisons. Première raison, parce qu'on fait la descente. Donc là, on va redescendre vers Janet petit à petit. Et la descente, c'est jamais facile pour les genoux, pour les jambes. C'est dangereux, ça demande beaucoup de concentration. Deuxième grand jour, pourquoi ? Parce que ce soir, c'est Michoui. C'est soirée Michoui qui nous attend. Je vais pas vous cacher, on a un peu hâte quand même. À part ça, pour ma part, c'est une première expérience, ce type de bivouac là. J'ai adoré. J'aimerais bien qu'on le refasse, si Laïla est d'accord.
descente. On va vous montrer quand même des petits moments de descente. C'est juste pour que vous ayez une idée aussi de l'effort physique que ça requiert de faire ce parcours-là. Donc quand vous venez à Djanet pour aller dans le désert, il y a 3 gros parcours. Et nous, on a pris le tour donc, de Cefar qui se fait exclusivement à pied en trekking. Mais si jamais vous voulez venir dans le désert algérien et que vous n'avez pas forcément la condition physique, etc., il y a quand même d'autres tours. Mais si jamais c'est ce tour-là qui vous intéresse, Cefar, qui n'est accessible qu'à pied, et ben ça vous donne une idée finalement de ce que ça requiert en termes d'effort physique. Alors pourquoi on dit que la descente est difficile, en tout cas le retour est difficile? Vous voyez, hein, c'est un peu à l'image de tout ce qu'on a fait au début. C'est vraiment une alternance entre de la roche, pas toujours stable, et des zones, disons, sablonneuses, où vous avez tendance à vous enfoncer. Et donc ça requiert quand même de bons appuis, et il faut dire que l'effort pour traverser ces passages-là n'est pas négligeable. Donc voilà, ça fait du bon sport. Là on arrive sur le passage le plus difficile. On vous montre pourquoi c'est aussi casse-gueule. Parce que vous voyez ces petites pierres là, en fait elles roulent, elles sont pas stables. Bon, ça y est les gars, on a enfin fini de descendre. Comment tu te sens? Déjà soulagé parce qu'il n'y a pas eu de bobo, alors que le parcours retour est franchement difficile, ça glisse beaucoup. Franchement c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Donc il n'y a pas eu de blessure, ça s'est bien passé, donc ça c'est déjà une bonne chose. J'avoue que moi je suis fatigué, là par exemple la descente elle m'a fatigué. Ouais. Et surtout que le soleil nous accompagne sur la dernière grosse partie quoi. Du coup ça tape, on a chaud, etc. Alors au programme de la journée. On se laisse un peu porter parce qu'on capte pas tout. Ça c'est un truc qu'il faut apprendre à faire aussi ici, c'est lâcher prise. Parce que vous aurez jamais vraiment de programme, ce que vous allez faire vous savez pas. Mais cet après-midi en tout cas on va aller se faire un tour au souk. Ils vont nous amener au souk pour si on veut acheter des souvenirs, etc. C'est ça. Ce soir le méchoui on vous en a déjà parlé, j'ai trop hâte. En fait on a fait tout ça pour le méchoui ce soir. On est allé jusqu'à Cefar pour le méchoui. Comme on vous a dit là, de faire avec des gens à qui ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, ça permet de partager encore un moment convivial supplémentaire. Et ouais, parce qu'on tisse des liens malgré tout en une semaine. Voilà. Et puis bah voilà, allez on continue le reste de la journée. Allez. Les gars, regardez où on est. On est arrivé dans le désert de sable pour notre dernière nuit. Et du coup, avant le coucher de soleil qui va bientôt avoir lieu, on est en train de monter nos tentes. Alors nous, la nôtre elle est là. Mais je vous avoue que ce soir, j'ai bien envie de dormir à la belle étoile. Et là, Jim, il monte sa tente avec Dora, qui fait partie de l'équipe accompagnateur. T'as besoin d'aide? J'ai bien filmé, comme ça je fais rien. Je vais aller voir Amine, qui est allée chercher les affaires, pendant que moi, je ne fais rien. Est-ce que ça étonne quelqu'un que tu ne fasses rien? Et voilà, je pense qu'on est bon là. Je vais juste mettre les sacs de couchage ici. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Bon, et on va profiter du coucher de soleil pour vous livrer un petit peu notre ressenti sur ce voyage dans le désert algérien. On a adoré, hein, clairement. C'était une expérience exceptionnelle. C'était d'autant plus exceptionnel du fait qu'on ait choisi de faire un trek sur plusieurs jours. Je pense que ça apporte une dimension particulière à l'expérience. Ouais, le fait de le vivre, de le faire en bivouac, c'est vraiment une expérience à part. Cefar, ce n'est faisable qu'en bivouac. C'est pas accessible, tout ce qu'on vous a montré là, c'est pas accessible en 4x4. C'est un vlog un peu long sûrement. On vous l'a partagé au jour le jour pour que vous vous rendiez vraiment compte de l'expérience que ça peut donner, la difficulté que ça peut être aussi, le challenge physique mais pas que, les moments de vie, les moments de partage et tout ce qu'on peut voir. Si jamais tu prévois ou tu as envie de venir visiter le désert algérien, bah voilà, au moins tu as une idée de à
quoi ça peut ressembler. Et puis nous de notre côté, on voulait vraiment vous partager nos impressions au jour le jour, comment on l'a vraiment vécu. Et c'est aussi un peu une manière pour nous de nous faire nos propres souvenirs. On ne fait pas que ça pour les gens, on le fait avant tout pour nous. Et on espère que vous l'avez ressenti tel quel. Si vous avez des questions sur par qui on est passé et comment est-ce qu'on a fait pour organiser ce voyage, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, on se fera un plaisir de vous répondre. Et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Et avant d'arrêter la vidéo, on vous laisse avec les derniers instants de vie sur le camp. Pas de commentaires, juste de la musique. Et vous mettez des commentaires. Salut! Tout seul? Hey,